C'est une vidéo postée sur la messagerie Telegram qui a mis en alerte tous les services de l'État. Le 2 mars 2024, la cyberarmée de Russie revendique une attaque informatique contre un barrage en France. Сегодня заглянем на Курлонскую плотину и немного пошалим. Приятного просмотра, друзья! Слава России! Des images de drones du barrage de Courlon-sur-Yonne, en Bourgogne, et des captures vidéo. Les pirates russes se vantent d'avoir pris le contrôle de l'infrastructure via son interface informatique. Ils activent des vannes à distance, agissent sur le niveau de la réserve d'eau et sur la production électrique. Ça, c'est des images qui ont été volées à un photographe amateur qui avait publié des images prises au drone de ce barrage. Donc ils ont juste refait un montage avec la cible, une musique un peu entraînante. Et puis très vite, en fait, quand on regarde un peu précisément cette vidéo de revendication qui dit « on a piraté ce barrage », on se rend compte qu'en fait le nom n'est pas le bon. Dans les vidéos du panneau intérieur qui présente, c'est écrit en bas « centrale de Courlandon », qui n'est pas du tout la même ville en France. L'installation piratée est à 115 km plus au nord, à Courlandon, en Champagne, 300 habitants. Et la centrale est en réalité un petit moulin installé sur la Vesle, le cours d'eau qui traverse la commune. Et passe en contrebas du jardin de Vanessa, une habitante. Ça aurait pu déborder et plus la Vesle elle va monter, plus ça va déborder, ça va inonder. Vous avez l'ancienne usine qui est derrière et là, juste derrière en fait, le filet pour les chevaux, vous avez la Vesle qui donne. Il y a le barrage, il y a le pont, il y a tout ça en fait. Les pirates russes sont entrés dans le système informatique de contrôle du moulin. Ils ont pris la main et actionné à distance une vanne, puis provoqué un lâcher d'eau, faisant changer le niveau de 20 cm. C'est pour faire une peur, je pense, c'est tout. C'est pour dire, voilà, on est là, faites attention. Moi, je le prends pour un avertissement. Le fait de rendre public le fait qu'on a réussi à pénétrer, même dans une petite installation en France, c'est une forme de démonstration de force, disant on peut vous frapper jusque chez vous. Les mêmes hackers ont attaqué des cibles similaires aux États-Unis. Russian hackers targeted a small Texas town. Russian spies have targeted the South Plains. Hackers caused a water tank to overflow in Muleshoe for about 45 minutes back in January. Ces attaques ont été attribuées par des sociétés de cybersécurité au groupe de hackers Sandworm, le ver de sable, connu aussi sous l'appellation APT44. Benoît Grunemwald connaît bien Sandworm. Son entreprise a notamment aidé les autorités ukrainiennes à lutter contre ces pirates russes, particulièrement chevronnés. Ils sont souvent les premiers à faire les attaques qu'ils font. Par exemple, avoir coupé la distribution d'électricité en Ukraine, ça ne s'était pas vu avant. Ils sont également sur des opérations de déstabilisation et sur des opérations d'influence de type opération psychologique. Et ces caractéristiques-là, associées au volume, font que Sandworm est un groupe qui est, entre guillemets, hors du commun. Mais surtout, Sandworm serait directement lié au GRU, les services de renseignement militaire russes. Et c'est ce même groupe à qui les autorités françaises attribuent le piratage des Macron Leaks, des emails de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. L'objectif des Macron Leaks, c'était de pénétrer les emails durant la campagne pour pouvoir sortir des informations et perturber cette campagne. Alors c'est avant tout une opération d'influence et de déstabilisation politique qui a utilisé le cyber comme vecteur. Le cyber n'est qu'un moyen, ce n'est pas la finalité. C'est vraiment l'objectif politique qui prime. Les offensives se font de plus en plus fréquentes, en particulier contre la France. Comme ces attaques informatiques d'une intensité inédite contre plusieurs ministères, le 10 mars dernier. Quelques semaines plus tôt, dans son rapport annuel, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, alertait d'une menace sans précédent. Les acteurs étatiques affiliés à la Russie sont plus que jamais de retour. On a constaté des infiltrations sur des infrastructures critiques.
Ils agissent comme des espions. Ils ne font rien, si ce n'est vérifier qu'ils sont toujours installés. Ils attendent de frapper le jour J, où on leur donnera des instructions. Dans le monde, d'autres pays comme la Corée du Nord, la Chine ou l'Iran pratiquent aussi ce genre d'attaque. Mais en France, depuis plusieurs mois, les manœuvres russes inquiètent particulièrement. Car la tenue des élections européennes, puis l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, font de l'Hexagone une cible de choix pour le régime de Poutine. Il y a un objectif stratégique de très long terme qui est vraiment aussi celui d'affaiblir le système démocratique libéral occidental, notamment en période préélectorale. On a une offensive sans précédent dans le terme où elle est très résiliente et persistante. La Russie a toujours plus besoin d'influencer l'opinion publique européenne pour faire cesser le soutien à l'Ukraine. La Russie a besoin qu'on cesse d'aider l'Ukraine. Leur but est clair. C'est pour cela qu'ils augmentent la pression. 14 mai dernier, la France découvre avec effroi des dizaines de mains rouges taguées sur le mur des Justes, au mémorial de la Shoah à Paris. À première vue, des graffitis antisémites, dans le contexte de la guerre Israël-Hamas. Depuis le 7 octobre, on a vu une explosion des actes antisémites, une vraie déferlante au niveau mondial. C'est vrai dans beaucoup de pays du monde et c'est vrai malheureusement ici aussi en France. En réalité, la justice française enquête sur des soupçons d'ingérence étrangère. Les policiers ont établi que 3 individus, repérés grâce à des caméras de vidéosurveillance et au bornage de leur téléphone, avaient réservé un hôtel depuis la Bulgarie, puis fui Paris en car, direction Bruxelles. Un mode opératoire qui rappelle celui utilisé le 24 octobre dernier. Des étoiles de David bleues, peintes au pochoir, découvertes sur de nombreux bâtiments de Paris. Des auteurs qui s'enfuient vers la Bulgarie. Et 2 semaines plus tard, les autorités françaises accusent la Russie d'ingérence. La société française est extrêmement polarisée autour de ce qui s'est passé à Gaza et en Israël. Et les acteurs russes vont tout simplement venir mener cette opération qui a, de ce point de vue, fonctionné, puisqu'en réalité, l'écosystème médiatique traditionnel français a repris cette affaire, l'a énormément médiatisée. Et pendant un certain nombre de jours, on a cru qu'il s'agissait en fait d'une résurgence justement d'un antisémitisme motivé notamment par l'islamisme, alors même qu'en réalité, il s'agissait d'une opération menée par la Russie. Et ensuite, quand on découvre que c'est elle qui a la manœuvre, d'une certaine manière, c'est une démonstration de force qui dit « Regardez, c'était nous, et on peut faire ça chez vous, et on peut recommencer ». Et donc c'est doublement gagnant pour les gens qui ont mené cette opération, parce qu'ils créent la panique, ça fonctionne vraiment, et dans un deuxième temps, ils peuvent s'en servir comme une démonstration de force. Les services russes ne se contentent pas d'envoyer des agents taguer les rues de Paris pour attiser les haines. Ils participent aussi à la propagation de la désinformation. Viginum, le service de l'État chargé de surveiller les ingérences étrangères sur Internet, a détecté une activité inhabituelle de faux comptes sur X. Elle en a identifié 1095, lesquels ont partagé plus de 2500 publications liées aux étoiles de David, taguées à Paris, avec des photos des tags jamais diffusées précédemment. Au moment, par exemple, de l'affaire des étoiles de David, qui avait été menée par le 5e service du FSB, qui est le service du FSB en charge de ces opérations internationales, eh bien, certaines images, certaines photos ont été reprises et viralisées par le réseau Doppelganger de manière massive. Doppelganger, c'est un réseau de désinformation pro-russe, puissant et organisé, mis au jour il y a moins de 2 ans. Il a été en partie découvert par un chercheur français installé à Bruxelles. Alexandre Alaphilippe est le cofondateur du Disinfolab, le laboratoire d'études de la désinformation. On appelle l'opération Doppelganger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle target principalement l'Allemagne. Doppelganger, ça veut dire clone maléfique en allemand. Et on appelle l'opération parce que ce sont des clones maléfiques de journaux qui sont là. Des dizaines de clones quasi parfaits de sites internet de grands médias européens. Le Monde ou 20 minutes en France, ou en Allemagne, le magazine Der Spiegel par exemple.
Tout repose sur une modification discrète de l'URL, l'adresse des sites internet. Ce que va faire Doppelganger, ils vont mettre en place un site web qui va être www.spiegel.ltd par exemple. Vous avez LTD, vous avez .news, .site, .top, .vip, .live. Et donc ces extensions-là, il y en a à peu près 1600 sur le marché. Donc vous pouvez acheter 1600 Spiegel qui ne sont pas forcément les vrais Spiegel. Une adresse trompeuse pour mettre en avant un faux article caché dans l'apparence d'un vrai site. Ils vont prendre le site du Spiegel, vous allez avoir le menu là avec Home, etc. Et tout ça va être vrai. Et ce qui va être complètement faux, c'est ça. C'est que l'article au milieu ici va être faux. Et cet article, il sera accessible par cette URL-là. Et donc ce qu'ils vont faire ensuite, c'est qu'ils vont aller sur Facebook ou sur Twitter, ils vont avoir des petits comptes qui vont prendre cette URL-là et ils vont payer pour la diffuser à des milliers de comptes. D'après un calcul de l'ONG AI Forensics, entre août 2023 et mars 2024, les contenus pro-russes diffusés via des publicités achetées sur Facebook ont atteint rien qu'en France 140 000 comptes par jour, en moyenne. Dernier exemple en date, le 24 mai dernier, des dizaines de comptes Twitter, des robots, partagent un faux article du Parisien appelant à voter pour des partis patriotes aux européennes. Mais un œil attentif verra que le lien posté sur Twitter renvoie vers l'URL leparisien.wf et pas .fr. Derrière Doppelganger, deux sociétés russes de relations publiques, Structura et ASP. D'après les Kremlin Leaks, des fuites de données confidentielles révélées en février 2024, elles disposent d'un confortable budget pour acheter par exemple de la publicité sur les réseaux sociaux. Les Kremlin Leaks, notamment, ont révélé que l'État attribuait des sommes absolument considérables, plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars à ces acteurs. On est face à des entreprises privées auxquelles l'État russe va déléguer une partie de ses fonctions régaliennes en matière d'influence et de désinformation pour en fait mobiliser des technologies numériques de pointe qui sont maîtrisées par ces acteurs privés et rendre les contenus potentiellement plus viraux. Une sous-traitance assumée et des acteurs qui semblent ne se fixer aucune limite. En juin 2023, ils ont imité une page du ministère français des Affaires étrangères annonçant la création d'une nouvelle taxe. Ou encore en mars dernier, une fausse page web du ministère de la Défense, prétendant que la France recrutait des soldats pour combattre en Ukraine. S'il y a un recrutement bien réel, c'est celui de relais d'opinion pro-russes en France, dans une guerre d'influence qui va parfois semer le trouble dans des lieux inattendus. Ce soir d'avril, le conseil municipal de Talent, en Côte d'Or, est plus agité qu'à l'ordinaire. Les élus doivent décider du sort de l'adjoint à l'économie et à l'urbanisme, Cyril Gaucher. Salut Marcel. Bah non, et toi? Il lui reproche d'avoir accepté une invitation du Kremlin en tant qu'observateur de l'élection présidentielle russe, qui a vu Poutine être largement réélu. Bon, c'est la tournée des bisous, là. Salut Guillaume. On va donner des grandes leçons de démocratie à l'Europe de l'Est, en faisant pire chez nous. C'est-à-dire en faisant la mise à mort d'un type qui a respecté la loi et qui a été transparent. Cyril Gaucher. Présent. Une présence à Moscou de son adjoint que le maire assure avoir découverte dans la presse. Donc nous sommes le 16 et 17 mars, je reçois sur mon téléphone portable un appel d'un correspondant de France Info à Moscou et qui m'indique qu'un de mes adjoints, M. Gaucher, se trouve en Russie et qu'il a pris la parole sur un média national. Invité sur la chaîne pro-Kremlin RT en français, dont la diffusion est interdite en France, Cyril Gaucher vante le déroulement de l'élection.
Monsieur Gaucher, bonsoir. Bonsoir Antoine. Donc vous êtes ici en tant qu'observateur. Donc ça fait 2 jours que vous arpentez les bureaux de vote ici à Moscou principalement. Comment vous trouvez l'ambiance sur place, l'ambiance générale? Vous savez, vous dites élu local, effectivement. Alors qui dit élu local en France dit bien souvent président de bureau de vote. Ce qu'on peut dire vraiment, c'est que l'atmosphère est apaisée. Un mois avant l'élection, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, mourait en prison dans des conditions non élucidées à ce jour. Et de nombreux autres opposants sont eux aussi derrière les barreaux. On voit des gens qui viennent au bureau de vote détendus, avec le sourire pour la plupart d'entre eux, et qui sont tout à fait ravis d'exercer leur devoir civique. En tout cas, voilà, là sur ce point-là, rien de particulier à signaler, pas de différence visible avec l'atmosphère d'un bureau de vote en France. Oui, il faut laisser parler. On veut savoir. On veut savoir, nous. Son apologie du régime poutinien va lui coûter sa délégation municipale. Aujourd'hui, Monsieur Gaucher, pour nous, vous trahissez la République dont vous êtes un des élus. Ce qu'il en ressort, c'est que vous êtes surtout allé cautionner le plébiscite annoncé de Vladimir Poutine. Je connais, oui, ce peuple, et pas seulement du Russie. Ça ne veut pas dire grand-chose. La Biélorussie, l'Ukraine, tout ça, ça forme une unité, et finalement, c'est le même peuple. Alors... Une déclaration qui reprend mot pour mot les propos de Vladimir Poutine. Вместе с тем никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Je veux simplement préciser ce que tout le monde sait depuis longtemps, c'est qu'effectivement c'est pas nouveau. Monsieur Gaucher va régulièrement en Russie, ça c'est vrai que je le savais. Maintenant, à ce que je sache, c'est pas moi qui ai répondu à un journaliste, c'est pas moi qui ai comparé un bureau de vote français avec un bureau de vote russe, c'est pas moi qui ai dit je suis un élu de la République et je suis là justement pour ça et attester cet élément-là devant des Russes. C'est pas moi qui l'ai fait. Vous savez, mais vous semblez, monsieur... Attention quand même. Non, ne te comporte pas comme un voyou. Non, mais... Ça suffit. Conclusion. Ça suffit. Cyril Gaucher redevient simple conseiller. Donc là, 17 pour, 15 ne se prononcent pas et 1 contre. La délibération est adoptée. Pourquoi et comment un élu local français a-t-il pu se rendre à Moscou, 2 ans après le début de la guerre totale en Ukraine, pour tresser les lauriers au régime de Vladimir Poutine? Nous retrouvons Cyril Gaucher le lendemain. Il nous reçoit chez lui, mais sous condition. Je suis obligé de vous répondre en étant circonstancié. C'est pour ça que j'ai souhaité avoir une petite caméra qui tourne à côté, parce que vous voulez me faire dire des pensées raccourcies. Devant nos caméras et la sienne, Cyril Gaucher raconte comment la Russie l'a invité à observer l'élection présidentielle. J'ai été contacté par l'association d'amitié franco-russe dont je suis par ailleurs adhérent. C'est une adhésion tout à fait amicale et bienveillante, qui m'ont demandé si je l'acceptais. J'ai rapidement dit oui. L'association en question s'appelle France Expatriation Russie. Elle assiste des chefs d'entreprise souhaitant faire des affaires en Russie. Cyril Gaucher, qui s'est lancé en 2018 dans l'immobilier à Moscou, en est le parrain, aux côtés de l'eurodéputé RN, Thierry Mariani. Sur son site, l'association met en avant ses soirées cigares à Saint-Pétersbourg et promeut des sites de rencontres spécialisés dans les filles de l'Est. L'association a donné les noms et c'est un organisme d'État russe qui a organisé l'opération. C'est la chambre civique de la Fédération de Russie qui payait l'ensemble des billets d'avion et l'hébergement en hôtel. On m'a demandé quelle journée m'arrangeait dans mon emploi du temps et ensuite quelle ville je souhaitais visiter. Pour la présidentielle de mars, la Russie a refusé l'accès à son territoire aux observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui supervise habituellement les scrutins dans toute l'Europe. Elle a préféré inviter plus d'1 millier d'observateurs venus du monde entier. L'ONG allemande PDE en a identifié 128, dont 13 Français, le plus gros contingent. Pour le Kremlin, c'est une méthode efficace. Inviter des responsables politiques occidentaux, d'abord pour qu'ils disent du bien d'élections en réalité frauduleuses, et aussi pour nouer des liens et cultiver ces réseaux dans l'Union européenne. Dans la liste des observateurs amis de Moscou, Cyril Gaucher donc, mais aussi l'ancien sénateur Emery de Montesquieu, le militant antisémite d'extrême droite Ivan Benedetti
l'influenceur complotiste Frank Pengam ou l'ancien journaliste Christian Roll, envoyé dans la région de Kherson en Ukraine annexée. Lui aussi va accorder une interview à RT, gilet pare-balles sur le dos, pour vanter la vie démocratique dans une zone pourtant sous occupation militaire. My feeling is that there is more democracy here than France, for example. And I feel like when I see people around and in the centers, I feel like they are happy, like it's a new kind of freedom. Dans les bureaux que j'ai pu visiter, les gens n'avaient pas la peur au ventre. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Voulez-vous que je vous mente? Vous me payez combien pour que je vous mente? Soyons clairs, allons jusqu'au bout. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Vous savez, je suis quelqu'un de très libre. Ceux qui me connaissent et qui parfois me craignent un peu le savent. Je ne suis pas quelqu'un qu'on instrumentalise ou qu'on utilise comme ça. C'est vraiment pas mon style. Est-on instrumentalisé quand on est observateur invité? Nous avons posé la question à l'un d'entre eux, Thierry Mariani, eurodéputé RN, connu pour ses positions pro-russes. Plusieurs fois invité en tant qu'observateur pour valider des élections organisées par le Kremlin, en Ukraine occupée notamment. Est-ce qu'on a le risque d'être instrumentalisé par la puissance invitante quand on est observateur dans ces conditions-là? Bien sûr, c'est évident. Bien sûr, oui. Mais tout le monde, attendez, on est dans un contexte de guerre où tout le monde utilise tout le monde et instrumentalise tout le monde. Les observateurs qui étaient sur place ont certainement vu des élections bien organisées là où ils étaient. Mais je le répète, il y a des milliers de bureaux. C'est un régime à minima autoritaire, je ne sais pas si on peut... Oui, je suis là, bien sûr que oui, c'est un régime autoritaire. Il y a un mois plus tôt, M. Navalny qui était mort en prison, il y a de nombreux opposants politiques qui sont en prison. Est-ce que c'est vraiment... Finalement, si ça ne change pas grand-chose de toute façon au résultat final, est-ce que c'est très utile de se faire instrumentaliser par un régime autoritaire comme ça? D'abord, c'est toujours intéressant à titre personnel d'aller voir comment ça se passe. Deuxièmement, vous êtes instrumentalisé avec vos déclarations. À vous d'être modéré ou d'être équilibré dans vos déclarations. Faux observateurs, désinformation, hacking, la Russie cherche à faire vaciller l'opinion publique par tous les moyens, en particulier ces derniers mois, pour saper le soutien occidental à l'Ukraine. Mais avec quel succès? Malgré un soutien qui reste important vis-à-vis de l'Ukraine, on a quand même des franges de l'opinion publique qui changent progressivement de positionnement par rapport à ce qu'on pouvait observer dans les mois après 2022. La Russie essaie vraiment de jouer sur ça et d'amplifier ces mouvements. Nos sociétés sont menacées. S'il y avait un championnat du monde du mensonge bien ciblé, la Russie serait championne du monde. À l'approche des Jeux Olympiques, les services de renseignement européens craignent que la menace russe s'intensifie encore et alertent désormais de risques de sabotage ou d'actions violentes.